Le IXe siècle, l'époque des Vikings en Angleterre. Alors que la Grande-Bretagne succombait aux pillards scandinaves, le royaume des Saxons de l'Ouest, dirigé par Alfred le Grand, résista. Dans les années 870, les Vikings intensifièrent leurs efforts et le royaume d'Alfred semblait voué à tomber. En 878, à la bataille d'Eddington, les Saxons de l'Ouest étaient menacés d'anéantissement. Le roi Alfred mena ses troupes dans une ultime résistance désespérée. L'issue de cette bataille allait déterminer l'avenir non seulement du royaume des Saxons de l'Ouest, mais de toute l'Angleterre. À sa naissance, Alfred le Grand n'était pas destiné à devenir roi. Né en 849 à Wantage, Berkshire, il était le plus jeune fils du roi Æthelwulf des Saxons de l'Ouest. Il avait 4 frères aînés et une sœur. Des années plus tard, le biographe d'Alfred dirait qu'il était l'enfant préféré, même si cela pourrait être exagéré. Le jeune Alfred a grandi à la cour royale, élevé et instruit par ses parents et précepteurs. Enfant, il accompagnait ses parents royaux lors de leur voyage dans le royaume. Alfred, déplorant l'absence d'enseignants pour lui enseigner le latin ou les arts libéraux, y remédiera plus tard en fondant ses propres écoles. Enfant, il aimait la poésie et retenait de nombreux chants d'anciens héros anglo-saxons. Le biographe d'Alfred, Asser, raconte un incident qui reflétait l'amour d'Alfred pour l'apprentissage tout au long de sa vie. Un jour, la mère d'Alfred présenta à ses fils un magnifique livre de poésie anglaise et promit de l'offrir à celui d'entre eux qui pourrait le mémoriser en premier. Alfred tomba immédiatement amoureux du livre. Il le donna aussitôt à son professeur et, avec son aide, mémorisa vite son contenu. Il récita ensuite la poésie devant sa mère qui, fière de lui, offrit le précieux livre à son fils. Une expérience marquante de la jeunesse d'Alfred fut son voyage à Rome lorsqu'il était enfant. Le roi Æthelwulf envoya le jeune Alfred à Rome en 853 pour qu'il profite des ressources intellectuelles et spirituelles de la cour papale. Alfred revint à Rome en 855 accompagné de son père veuf. En chemin, Alfred et son père s'arrêtèrent à la cour franque de Charles le Chauve où ils furent chaleureusement accueillis. Les voyages d'enfance d'Alfred à Rome et dans le royaume franc lui permirent tant de savourer l'érudition et la culture de ces cours importantes. Des années plus tard, Alfred repensa à ses expériences en fondant des institutions éducatives dans son royaume, sollicitant l'aide d'érudits du continent. Le père d'Alfred est mort en 858. Plusieurs des frères aînés d'Alfred ont occupé le trône en succession rapide, mais c'est pendant le règne du 4e fils d'Æthelwulf, Æthelred, que le royaume de Wessex a fait face à une menace cruciale de la part des Vikings. En 865, une armée viking, appelée la Grande Armée païenne par les chroniqueurs chrétiens, arrive en Angleterre. C'était la force danoise la plus grande et disciplinée jamais affrontée par les anglo-saxons. Dirigée par 2 frères, Halfdan et Ivar, que l'on croit être les fils de Ragnar Lodbrok, cette invasion allait ébranler les fondations même de l'Angleterre du IXe siècle, modifiant radicalement la situation politique en un peu plus d'une décennie. La Grande Armée passa l'hiver en Est-Anglie, extorquant des chevaux au roi Edmond. En 866, les Danois marchèrent vers le nord pour prendre York. La Northumbrie était en état de guerre civile. 2 frères royaux, Osberh et Aila, étaient occupés à se battre l'un contre l'autre et ne reconnurent pas la menace danoise. Les Vikings ont capturé l'ancien fort romain d'York. Trop tard, Osberh et Aila ont essayé de riposter, mais tous 2 furent tués. Les Northumbriens furent contraints de se soumettre et de payer un tribut. Tragiquement, la grande bibliothèque et l'école d'York furent perdues. Selon les mots de l'historien Max Adams, une armée étrangère siégeait désormais au sein des ruines délabrées d'York, pillant l'arrière-pays et rendant la justice par la force des armes. Désormais équipée de chevaux, l'armée viking se divisa en contingents montés et navals et pénétra en Mercie en 867. Ils assiégèrent et capturèrent Nottingham. Ces dernières décennies, Mercie et Wessex, royaumes anglo-saxons voisins, avaient de renforcer leur alliance. À présent, le roi Bergrid de Mercie demanda de l'aide à Æthelred, Alfred et à leurs Saxons de l'Ouest contre l'avancée viking. Les anglo-saxons assiégèrent les Vikings à Nottingham, mais échouèrent à les affamer jusqu'à leur reddition. Les 2 camps négocièrent une trêve. Æthelred et Bergrid
renforcèrent leurs liens par une alliance matrimoniale. Alfred devait épouser Alswith, une noble mercienne de descendance royale. Le Wessex s'est allié à la Mercie, et en 868, leur coalition est partie affronter les Vikings à Nottingham. Aucun affrontement majeur n'a eu lieu, mais les Vikings ont hésité à affronter cette force importante, sinon supérieure. Finalement, les Vikings se sont retirés à York, où ils allaient rester pendant 1 an. En 869, les Vikings ont attaqué la côte de l'Est-Anglie. Le roi Edmond et ses Anglais de l'Est sont sortis à leur rencontre en novembre. Les Vikings l'ont vaincu et tué, puis ont envahi la région. Ils ont détruit tous les monastères des environs, massacrant de nombreux moines. En 871, les Vikings ont fondé une base à Reading et construit un rempart défensif. Ensuite, ils ont attaqué le Wessex. Le roi Athelred et son frère Alfred ont mené leurs troupes pour attaquer le fort, mais ils ont été repoussés avec de lourdes pertes. Se sentant confiant après cette victoire, l'armée viking est sortie de Reading sous la direction de Halfdan et d'un chef appelé Bagsec, prêt à porter le coup décisif. En rase campagne, ils se sont retrouvés face à face avec l'armée anglo-saxonne. Ethelred divisa son armée en 2 contingents, commandant lui-même une aile tandis que son frère Alfred commandait l'autre. Les Vikings étaient répartis en 2 groupes, l'un dirigé par Halfdan, l'autre par Bagsec. Cela allait aboutir à un affrontement brutal et de plusieurs heures entre les murs de boucliers, l'une des batailles décisives de la période, la bataille d'Ashdown. La vie du roi Alfred par Acer décrit la rencontre. Les Vikings occupaient déjà la hauteur, tandis que les chrétiens formaient leur ligne plus bas. Un petit aubépine solitaire poussait là, autour duquel les armées adverses s'affrontèrent violemment dans de grands cris. Un camp agissant injustement et l'autre prêt à se battre pour la vie, les êtres chers et la patrie. Lorsque les 2 camps s'étaient embattus vaillamment et férocement d'avant en arrière pendant un long moment, les Vikings, par le jugement divin, ne purent plus résister à l'assaut des chrétiens, et lorsqu'une grande partie de leur force fut tombée, ils prirent la fuite de manière ignominieuse. L'un des 2 rois vikings et 5 comtes furent abattus à cet endroit, et de nombreux milliers du côté viking y furent également tués. Ou plutôt, sur toute la vaste étendue d'Ashdown, dispersée partout au loin, les chrétiens les poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit, les abattant de tous côtés. Bagsec fut tué lors de l'affrontement avec beaucoup de ses principaux hommes. Halfdan réussit à battre en retraite. Ethelred et Alfred crurent d'abord avoir vaincu de façon décisive les conquérants de la Northumbrie et de l'Est-Anglie. Cependant, la victoire ne procura qu'un soulagement temporaire. 2 semaines plus tard, l'armée viking s'était reformée et, lors d'un autre affrontement, chassa les Saxons de l'ouest du champ de bataille. Les combats et les hains continuaient et l'année 871 deviendrait connue comme l'année des 9 batailles. Le résultat précis de cette période de campagne reste inconnu, la situation étant globalement inchangée. Les Vikings dominaient le nord-est, tandis que la Mercie et le Wessex restaient en tête sur la défensive. Les Vikings étaient prêts à voyager rapidement et loin et à frapper en profondeur sur le territoire ennemi. Les Anglo-Saxons menaient une guerre longue et périlleuse. Au cœur de cette incertitude et de ces épreuves, les Saxons de l'Ouest ont perdu leur roi. À Pâques, Ethelred était mort de ses blessures de guerre. Ainsi, une situation improbable se produisit. Alfred, le plus jeune fils du roi Æthelwulf, était sur le point de monter sur le trône du Wessex. Il aurait difficilement pu être couronné dans des circonstances plus éprouvantes. Dès qu'il devint roi des Saxons de l'Ouest, Alfred le Grand dut faire face à la menace des Vikings. Mais Alfred avait une expérience considérable en tant que commandant, ayant combattu aux côtés de son frère, feu le roi Athelred. En outre, Alfred a souffert toute sa vie d'une infirmité médicale décrite par son ami et biographe, l'évêque Acer. Aujourd'hui, les historiens estiment qu'il s'agissait possiblement de la maladie de Crohn, une affection chronique pouvant entrer en rémission longtemps, mais très douloureuse lors des poussées. Malgré cette maladie, Alfred était un souverain très actif et consciencieux. Cette condition ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Johanna Armin estime que le premier enfant d'Alfred, sa fille aînée Athelflaed, est né à cette époque vers 870. Alfred le Grand a été couronné pendant une période de profonds bouleversements.
Pour les Anglais de l'époque, cela devait ressembler à la fin du monde. Les Vikings avaient donc détruit tous les royaumes anglo-saxons de la Grande-Bretagne, à l'exception de 2. Des rois martyrisés, des maisons de dieux dépouillées, des monastères en ruine. Le commerce florissant du 8e siècle s'était effondré. Le niveau d'instruction était au plus bas. Alfred se plaindrait plus tard qu'au sud de la Humber, il ne restait presque plus de prêtres lettrés. Un mois après qu'Alfred le Grand soit monté sur le trône en 871, il affronta 2 armées vikings sur le champ de bataille près de Wilton. La coalition viking était en effet redoutable, ses rangs ayant été renforcés par la présence de la Grande Armée d'été. Au cours de cet affrontement, les Anglo-Saxons furent vaincus, et Alfred en conclut qu'il ne pouvait pas éliminer la menace immédiate pesant sur son royaume sans soudoyer les envahisseurs. C'était une vieille solution, jamais durable contre les attaques vikings. Cela ne faisait souvent qu'attiser davantage l'hostilité, et de plus en plus, Alfred n'était pas en mesure de maintenir cette politique financièrement ruineuse. Les domaines du roi ne pouvaient pas produire le Dengeld, il fallait donc le lever auprès du peuple du Wessex et des domaines de l'Église. L'année suivante, la grande armée païenne prit des mesures pour consolider ses acquis. Dirigés par le chef viking Halfdan, ils se sont installés en Mercie. Les Vikings établirent leur base à Repton en hiver 873-74. La Northumbrie et l'Est-Anglie étaient déjà contrôlés par eux. Par le passé, le Wessex avait apporté son aide à la Mercie, mais pas cette fois. Les Merciens étaient impuissants face aux Danois. Le roi Bergrid et sa femme ont été déposés et sont partis en exil. Bergrid s'est enfui à Rome, où il est mort l'année suivante. Sa femme, la propre sœur du roi Alfred, a terminé ses jours dans un couvent. Un roi indépendant ne régnerait plus jamais sur la Mercie. À la place, les Danois ont installé leur propre dirigeant fantoche. L'année suivante, l'armée danoise s'est divisée. Halfdan a marché vers le nord pour consolider le pouvoir en Northumbrie. La chronique anglo-saxonne indique simplement « Halfdan a partagé les terres des Northumbriens et ils ont commencé à labourer et à subvenir à leurs besoins ». Ce passage a suscité de nombreux débats. Les Vikings ont-ils pris des terres aux locaux ou acheté des domaines aux seigneurs natifs avec leurs trésors ? Quoi qu'il en soit, il est clair que la compagnie de Halfdan s'est établie définitivement à York. Ici, la terre était fertile et l'opposition inexistante. Cet endroit était parfait pour ces aventuriers danois désirant s'installer. Les noms de lieux de la région aujourd'hui indiquent le mélange des langues scandinaves et anglo-saxonnes. Alors que les anciens pillards devenaient cultivateurs, il existait aussi des échanges, de la coopération et du commerce entre les peuples. Les Vikings se marièrent avec la population locale, et il n'y avait pas que des guerriers arrivant de la patrie scandinave. Des preuves montrent que les Danois emmenaient aussi leurs femmes. Un autre indice montrant que les Vikings devenaient agriculteurs et cessaient pas d'être de simples pillards. Pendant ce temps, l'armée d'été sous la direction de Guthrum est restée en Mercie. Ils ont installé une base à Cambridge pour l'année. Les ambitions de Guthrum étaient désormais tournées vers le dernier territoire non conquis d'Angleterre, le Wessex. En 876, l'armée de Guthrum a envahi le royaume. Ils ont évité l'armée d'Alfred, s'emparant de Warham dans le Dorset. Alfred a d'abord assiégé l'ennemi dans leur forteresse. Il a été forcé de se retirer lorsqu'il a appris qu'une grande flotte viking croisait le long de la côte du Wessex, avec l'intention de renforcer Guthrum. Une fois de plus, le roi a dû négocier. Guthrum a promis de quitter le Wessex et donner des otages en gage. Cette fois, cependant, Alfred voulait une garantie plus forte. Guthrum a accepté de prêter serment sur un anneau sacré. C'était une pratique solennelle chez les Vikings, et l'anneau utilisé à cette occasion a été identifié comme un anneau de Thor, un large bracelet en or porté au bras du chef, utilisé par les Danois eux-mêmes lors de l'échange de serments. Les efforts d'Alfred pour invoquer la piété viking furent vains. Guthrum n'a pas tenu son vœu. Peut-être que le chef viking suivait les conseils d'Odin issus du Haut-Vent. S'il y a un homme en qui tu n'as pas confiance, mais de qui tu ne veux que du bien, parle-lui honnêtement, mais pense de façon trompeuse.
Guthrum et ses hommes ont assassiné leurs otages saxons de l'ouest, puis se sont éclipsés de nuit vers Exeter. La flotte mentionnée précédemment fut à ce moment-là détruite lors d'une tempête au large de Swanage. Cela entraîna la perte d'environ 120 navires, un coup dur pour les efforts de Guthrum. Après la tempête, Alfred et ses troupes campèrent devant Exeter. Le roi refusa d'attaquer la ville pour déloger les envahisseurs, mais les Saxons étaient bien positionnés, et Guthrum ne put pas ravitailler son armée. Une fois de plus, les deux camps trouvèrent un accord. Après plus d'1 an à terroriser le Wessex, Guthrum se retira en août 877. Pendant ce temps, le mécontentement grandissait parmi les Saxons de l'Ouest. Nombreux étaient frustrés par la gestion d'Alfred face à la menace viking. L'archevêque de Cantorbéry écrivit au pape pour se plaindre de l'habitude du roi de payer les Danois. Récemment, certains historiens ont suggéré que des membres de haut rang de la noblesse ouest-saxonne auraient même tenté de déposer Alfred. C'est sans doute pourquoi le royaume était si mal préparé quand Guthrum attaqua à nouveau. Le roi célébrait Noël à Chippenham lorsque les Danois arrivèrent et commencèrent à semer le chaos. Les Vikings ont brillamment exécuté la manœuvre, surprenant totalement l'ennemi. Et si, en fait, le régime d'Alfred s'effondrait et qu'un coup d'État était en cours, cela aurait rendu le roi et son cercle rapprochés d'autant plus vulnérables. La surprise de l'attaque, ainsi que la possible révolte de la noblesse ouest-saxonne, ne laissa à Alfred d'autre choix que de se retirer dans la forêt avec sa famille et sa suite personnelle de guerriers et de fidèles. Alfred entreprit le difficile voyage à travers les bois du Somerset. Lui et ses compagnons furent réduits à vivre de ce qu'ils pouvaient glaner et chasser. Pendant les rudes mois d'hiver, ils vécurent comme des fugitifs. Assez décrit le chaos quasi total de cette période. Par la force des armes, les Vikings ont contraint de nombreux Saxons à s'exiler par la mer, poussés par la pauvreté et la peur, et presque tous les habitants de cette région se sont soumis à leur autorité. Alfred était déterminé à se relever de cette défaite. Après Pâques 878, Alfred établit une forteresse à Athelney, au milieu des marais du Somerset. Depuis cet endroit, il envoya des missions de renseignement, essayant de ranimer le moral de son peuple et de découvrir qui répondrait à son appel contre l'ennemi. Il envoya également des groupes de guerriers mener des raids éclairs contre les Vikings, qui n'étaient honte et pas assez nombreux pour contrôler l'ensemble du territoire. En mai 878, alors que le printemps verdoyait le monde, Alfred quitta Athelney pour la pierre d'Egbert, à l'est de Selwood, dans une grande forêt. Ici, le roi retrouva les forces du comté sur lesquelles il pouvait encore compter. Acer décrit le soulagement des Saxons de l'Ouest à la vue de leur roi. Le désespoir s'était largement répandu au Wessex. Mais voici Alfred, bien vivant, rassemblant ses hommes pour riposter. Son intelligence intacte et son armée rassemblée, Alfred agit alors avec détermination. Le roi partit avec ses hommes. Guthrum, excellent commandant, connaissait bien les mouvements d'Alfred. Le chef viking prépara ses troupes pour affronter la contre-offensive des Saxons de l'Ouest. C'est Guthrum qui choisit le site de la bataille, positionnant ses forces au sommet d'une colline entourée de fossés. Alfred devrait alors combattre en gravissant la colline, tout en évitant que les Vikings soient débordés sur l'enchambment. Sur les champs sur les flancs. Les Saxons de l'Ouest arrivèrent alors à Edington, dans le Wiltshire. Là, ils rencontrèrent Guthrum et son armée viking. La bataille commença. Joanna Harman écrit que, malgré les représentations à la télévision, les Saxons et les Vikings utilisaient des armes et des équipements similaires. De grands boucliers ronds munis d'umbo métalliques formaient devant un mur censé être impénétrable. Les épées étaient une des armes prestigieuses réservées contre plus riches. La plupart des hommes utilisaient une longue lance pour frapper au-dessus du mur de bouclier et percer les rangs ennemis. Quand les murs de bouclier se heurtaient, les deux camps se frappaient et tentaient d'exploiter les failles adverses. Assez décrit l'affrontement. Le lendemain matin, Alfred déplaça ses troupes à Edington et,
Combattant farouchement avec un mur de boucliers contre toute l'armée viking, il persista longtemps. Finalement, il remporta la victoire par la volonté de Dieu. Il anéantit les Vikings dans un grand massacre et poursuivit ceux qui fuyaient jusqu'à la forteresse, les abattant sur son passage. Max Adams écrit que les avantages d'Alfred résidaient dans le commandement d'une armée défendant sa patrie et dans la supériorité tactique, la guerre de champ ouvert anglo-saxonne contre une force d'assaut maritime perfectionnée dans l'art du raid. Alfred poursuivit les Danois vaincus jusqu'à leur forteresse à Chippenham. Les Saxons de l'Ouest s'emparèrent du bétail ennemi et s'installèrent pour un siège. Après 15 jours, les Vikings capitulèrent. Guthrum se rendit entièrement selon les conditions d'Alfred. Les Vikings donnèrent 100 des otages, Alfred n'en donna aucun. Les envahisseurs promirent également d'évacuer le Wessex immédiatement. Les conditions furent scellées 3 semaines plus tard près d'Athelney, lorsque Guthrum et ses principaux hommes se soumirent au baptême en tant que chrétiens. Sans doute, du point de vue des Saxons de l'Ouest, la cérémonie était un symbole puissant du triomphe chrétien sur le paganisme danois. C'était un tournant dramatique. Assez nous dit que jamais auparavant les Vikings n'avaient fait une telle capitulation. Le triomphe d'Alfred à Edington a tout simplement sauvé son royaume. Il avait été sur le point de tout perdre, mais cette victoire a rétabli sa position. Nul doute qu'Alfred comprenait que l'offensive viking visait rien de moins que la conquête totale du Wessex. Il savait que sa seule option était de se battre et de remporter une victoire totale. Le déroulement exact de la bataille demeure flou pour les historiens, mais Alfred et ses hommes ont assurément fait face à la situation. C'est possible que les Saxons de l'Ouest aient eu l'avantage du nombre sur l'armée de Guthrum, car les forces vikings semblaient être moins nombreuses que lors des attaques précédentes. Après la victoire des Saxons de l'Ouest à Edington, l'armée viking a quitté Chippenham. L'année suivante, ils sont retournés en Anglie de l'Est, où ils se sont installés et ont partagé les terres. Cela marque l'étape finale de l'établissement du Danelaw, les territoires d'Angleterre gouvernés par les Vikings. Les Danois, insatisfaits de prélever seulement un tribut, ont tenté d'imposer leur autorité politique. La soumission totale de l'Angleterre s'est révélée impossible, alors ils se sont contentés de consolider leur emprise sur les régions orientales et septentrionales. Des structures politiques danoises allaient laisser une influence durable mais subtile dans ces régions. Pendant ce temps, la victoire d'Alfred à Edington marqua le début d'une période de répit pour le royaume de Wessex qui allait durer tout au long des années 880-30. Alfred profita pleinement de cette situation. Il reconnut que son royaume n'avait pas été préparé aux ravages des Danois. Aussitôt limé, il mit en place des programmes de réformes militaires, culturelles et civiles qui transformèrent et renforcèrent le Wessex. Cette période montra qu'Alfred était un commandant compétent et un souverain sage et créatif. Ces innovations renforçaient son peuple face aux agressions vikings et élevaient la vie intellectuelle et spirituelle des Saxons de l'Ouest. Alfred a vaincu les Vikings à Edington, mais la bataille avait été très serrée. Les Saxons de l'Ouest avaient failli tout perdre. Ces événements ont poussé Alfred à beaucoup réfléchir. Le roi a reconnu que son peuple n'était pas préparé à l'assaut des Vikings. Désormais, Alfred était déterminé à corriger ce problème. Il entreprit de renforcer son peuple, non seulement militairement, culturellement, intellectuellement et spirituellement. Alfred comprenait qu'il avait été trop facile pour les Vikings d'envahir et de piller le territoire saxon. Le roi a donc créé des bourses, des forteresses pour contrer les invasions. L'évêque Acer, l'ami et biographe d'Alfred, nous dit que le roi lui-même était étroitement impliqué dans divers projets de construction. De nombreux sujets d'Alfred doutaient d'eux de l'ampleur de ces constructions, mais le roi a insisté et finit par l'emporter. Les événements futurs allaient révéler le génie du réseau de bourgs d'Alfred. Les sites de construction étaient choisis stratégiquement, protégeant les principales routes menant au royaume et à l'intérieur de celui-ci. Les forts étaient alors répartis de telle manière que la plupart des gens vivaient à moins de 32 km d'une position défendue. Les Saxons faisaient comme preuve d'une grande réflexion et de planification pour déterminer quel type de bourg serait installé à un endroit particulier. Dans certains cas, des forts romains ou de l'âge du fer étaient modifiés ou améliorés, tandis que certains bourgs étaient entièrement de nouvelles constructions.
Les villes fortifiées d'Alfred étaient remarquables, certaines construites sur d'anciens sites romains. Les rues étaient tracées en damier afin de garantir la facilité de déplacement à l'intérieur de la ville lors d'une attaque. Alfred a aussi réorganisé l'armée des Saxons de l'Ouest pour optimiser l'efficacité de ses forteresses. Comme le rapporte la chronique, le roi avait divisé son armée en deux afin que la moitié de ses hommes soit toujours à la maison, l'autre moitié en service, à l'exception de ceux qui devaient garnir les bourgs. Les réformes défensives d'Alfred sont admirables, mais il voulait renforcer son royaume plus en profondeur. Pendant la période des invasions vikings, la maîtrise du latin avait décliné. Pour combler le manque de savants au Wessex, Alfred a cherché des érudits à l'étranger. Depuis la Mercie, il a obtenu des ecclésiastiques instruits. Il a également envoyé des messagers dans l'Empire carolingien, attirant les services de moines érudits tels que Grimbald de Flandre et Jean l'Allemand. Assez, dont les écrits sont aujourd'hui notre source la plus importante sur la vie du roi Alfred, était un moine gallois de l'abbaye de Saint-David. Assez devint proche du roi et évêque de Sherborne. Alfred, ayant réuni des intellectuels à sa cour, lança sa renaissance littéraire. Grimbald de Flandre, Jean l'Allemand, Acer le Gallois et les Merciens venaient de régions diverses et apportaient une diversité de traditions intellectuelles. Ils apportèrent leurs manuscrits et commencèrent à remplir de nouveau les bibliothèques d'Angleterre. Alfred aimait discuter longuement avec ses érudits. Ils lui lisèrent à voix haute en expliquant des points philosophiques. Le roi était curieux et assidu, posant des questions et se consacrant à l'étude du latin. Il est remarquable qu'Alfred donnait l'exemple, étudiant personnellement les livres qu'il espérait édifiants pour ses sujets. Assez affirme qu'en 887, le roi maîtrisait déjà le latin et avait commencé à traduire des livres. Encore une fois, on admire le dévouement d'Alfred aux disciplines intellectuelles. Pour un roi absorbé par la politique, il devait être difficile de trouver du temps pour les sciences. Et pourtant, nous savons qu'Alfred aimait la poésie depuis son enfance. Il prenait manifestement plaisir à approfondir sa propre éducation. Alfred n'a pas seulement traduit plusieurs textes latins classiques, il a aussi laissé ses propres notes et commentaires. Ainsi, nous comprenons Alfred personnellement mieux que tout autre souverain de l'Angleterre médiévale. Une œuvre clé pour Alfred était le livre de la règle pastorale du pape Grégoire le Grand, destiné à instruire un évêque sur la manière d'accomplir correctement son rôle. Alfred croyait clairement que cette œuvre était également d'une grande importance pour les rois. Il a traduit le livre lui-même et écrit une introduction présentant ses objectifs et idéaux. Par conséquent, il me semble préférable que nous aussi, nous traduisions dans la langue que nous pouvons tous comprendre certains livres qui sont les plus nécessaires à connaître pour tous les hommes, afin que tous les jeunes hommes libres nés en Angleterre qui ont les moyens de s'y consacrer puissent être mis à l'apprentissage jusqu'à ce qu'ils soient capables de lire correctement les écrits en anglais. En plus du soin pastoral, Alfred était personnellement responsable des traductions et des commentaires de 3 autres livres, La Consolation de la philosophie de Boès, les Soliloques de saint Augustin et les 50 premiers psaumes. Tous ces livres étaient importants pour Alfred et lui inspiraient sans gré son règne. Les érudits de la cour d'Alfred ont traduit d'autres œuvres jugées essentielles par le roi. Les dialogues de saint Grégoire, les histoires sont contre les païens, d'Orose et l'histoire ecclésiastique de Bède. D'autres écrits en prose anglaise et traductions de cette période sont également associés aux réformes d'Alfred. Alfred voyait dans le souci pastoral de saint Grégoire la base de sa renaissance littéraire, car ce livre exhortait les évêques non seulement à rechercher la sagesse en eux-mêmes, mais aussi à encourager l'apprentissage chez les fidèles. Le roi fit distribuer le livre à tous ses évêques. Saint Grégoire souligne que l'apprentissage est essentiel pour les détenteurs de l'autorité. Alfred acquiesça et souligna que les comtes et les nobles devaient vraiment se consacrer à l'étude de la sagesse. Le soin pastoral explique comment les épreuves renforcent et inculquent la vertu chez un dirigeant. Cela a sûrement résonné chez Alfred, qui avait affronté de grands dangers pendant les guerres contre les Vikings. Alfred appréciait aussi l'insistance des saints sur le fait que les dirigeants devaient en résister aux distractions et tentations du monde, préférant toujours la rigueur du devoir. La constellation philosophique de Boès occupait une place d'importance personnelle pour Alfred.
Noble romain du VIe siècle, Boès a fini sa vie emprisonné et exécuté. Son œuvre aborde l'injustice, le malheur et le rôle de la providence dans la destinée humaine. Bien que le livre n'ait pas été écrit d'un point de vue chrétien, ces thèmes faisaient écho à la propre vision d'Alfred sur le rôle de Dieu dans l'univers. La traduction d'Alfred révèle un esprit qui a profondément réfléchi aux questions posées par le texte. Le commentaire du roi reformule les problèmes philosophiques de Boès en fonction de ses propres luttes et épreuves en tant que souverain. Les soliloques de saint Augustin ont servi de tremplin à Alfred pour réfléchir sur l'âme humaine. Dans sa préface, Alfred compare son projet à un bâtisseur allant souvent en forêt choisir le bois pour ses constructions. Alfred multiplie les allers-retours chez les pères de l'Église. Il cite Augustin, Grégoire et Jérôme, afin de choisir les matériaux pour construire une demeure éternelle pour l'âme. En plus de ses œuvres et de celles de son cercle, Alfred a fondé une école royale dans le cadre de ses efforts. Non seulement ses propres enfants y étaient éduqués, mais aussi les enfants de la noblesse et même les fils d'hommes de naissance plus modeste. L'étude des grands ouvrages classiques et l'alphabétisation en anglais étaient mises en avant. Par cela, Alfred espérait s'assurer que les futurs dirigeants de son royaume seraient des hommes bien éduqués. Les réformes d'Alfred ont jeté les bases d'un essor de l'apprentissage et de la vie religieuse au Xe siècle, lorsque ses héritiers triompheraient des Vikings et que la culture anglo-saxonne s'épanouirait. Mais les propres luttes d'Alfred contre les Vikings n'étaient pas terminées. Dans les années à venir, la valeur de ces réformes militaires et éducatives serait mise à l'épreuve lorsque les attaques vikings contre l'Angleterre reprendraient. La sagesse est la plus haute vertu, et elle contient en elle 4 autres vertus. Les 4 vertus sont prudence, modération, courage et justice. La sagesse rend ceux qui l'aiment sages et honorables, ainsi que tempérés, patients et justes, et elle remplit celui qui l'aime de toutes les bonnes qualités. Ceci provient de la traduction d'Alfred le Grand de la Consolation de la philosophie de Boès. Les années 880 furent très actives pour Alfred, tout en étant propices qu'à la réflexion et à l'étude. Le roi passa cette période à renforcer les défenses militaires de son royaume, ainsi qu'à lire et à traduire les œuvres de penseurs comme Boès. Alfred cherchait à inculquer la sagesse non seulement à lui-même, mais aussi à ses sujets. Il savait que son peuple devait être fort physiquement, mentalement et spirituellement. Alfred a aussi profité de cette période pour renforcer ses liens avec la Mercie. La couronne du Wessex était étroitement liée aux Merciens. Alfred était marié à la mercienne Elswith, venue avec de nombreux membres de sa famille et des clercs de sa région. Les historiens notent que dans les années 880 et 890, la cour d'Alfred comptait de nombreux Merciens. À cette époque, Athelred, seigneur des Merciens, fréquenta la cour du Wessex et accompagna le roi lors de nombreuses campagnes militaires. Les deux souverains apprirent à bien se connaître, aussi bien sur le champ de bataille qu'en salle du conseil. Alfred organisa le mariage de sa fille aînée, Athelflaed, avec le vaillant jeune seigneur de Mercie. Lorsqu'Athelflaed partit pour la Mercie en 886 pour commencer sa vie de femme mariée, elle connaissait déjà bien son mari Athelred et était convaincue qu'il existait une unité d'objectifs entre lui et son père. Athelflaed et son frère Édouard allaient perpétuer la dynastie d'Alfred. Enfants, ils ont été éduqués dans les riches traditions littéraires des anglo-saxons. La poésie héroïque qui avait enthousiasmé Alfred dans sa jeunesse aurait également été inculquée aux jeunes Athelflaed et Édouard. Cela leur a inculqué un sens de la majesté de leur propre lignée royale. L'évêque Acer nous parle des ancêtres légendaires d'Alfred, qui comprenaient même d'anciens dieux germano-scandinaves comme Odin. Les enfants plus jeunes d'Alfred et d'autres jeunes anglo-saxons allaient bénéficier d'une éducation encore plus poussée grâce à la création de l'école royale d'Alfred. Des érudits enseignaient ici des textes latins classiques pour instruire sagement les jeunes anglo-saxons. Malgré ces efforts éclairés, les territoires saxons restaient tourmentés par la violence. Après 878, les raids vikings restaient un problème pour le royaume d'Alfred, mais surtout à petite échelle. Depuis sa défaite à Edington, Guthrum, roi danois d'Est-Anglie, respectait tranquillement son traité avec Alfred. Mais en 890, Guthrum mourut, et cela ouvrit la voie à d'autres aventuriers plus ambitieux.
Les Vikings, présents sur le continent depuis 879, furent vaincus lors de la bataille de la rivière Dial en 891. Une famine l'année suivante les poussa à revenir sur la côte de Flandre. Ils attaquèrent l'Angleterre, débarquèrent un soir sur la côte et tentèrent d'entrer dans la grande forêt, une zone peu défendue et boisée. La chronique anglo-saxonne relate l'attaque de 892. Cette année-là, la grande armée viking remonta l'estuaire du Lyman avec 250 navires. Cet estuaire est situé à l'est du Kent, à l'extrémité de la grande forêt. La forêt, d'est en ouest, mesure 120 miles de long ou plus et 30 miles de large. La rivière sort de cette forêt. Ils ont remonté la rivière avec leurs navires jusqu'à la forêt, à 4 miles de l'estuaire. Et là, ils ont attaqué une fortification située dans les marais. Quelques roturiers avaient été présents à l'intérieur et elle n'était qu'à moitié achevée. Peu après, Hastin a remonté la Tamise avec 80 navires et a bâti une fortification à Milton, tandis que l'autre armée viking en construisait une à Apeldoorn. Ce passage met en lumière l'ingéniosité de la stratégie viking. Deux forces navales distinctes ont pénétré le royaume par la rivière à un endroit reculé et densément boisé, ont surmonté une faible résistance locale et ont établi deux bases séparées. L'armée, selon le chroniqueur, était dirigée par Hastin, un aventurier norrois charismatique qui succéda à Guthrum comme principal rival du roi Alfred. Le passé de Hastin a tout pour devenir une légende viking. Il avait déjà mené des raids en Espagne, en Afrique du Nord, et tenté d'attaquer Rome. Maintenant, il avait Wessex dans sa ligne de mire. La chronique décrit comment Alfred a géré cette attaque soudaine. Le roi Alfred rassembla son armée et campa entre les deux armées vikings, à un endroit lui donnant le meilleur accès à la forteresse d'Apeldoorn et à celle de Milton, afin de pouvoir atteindre l'une ou l'autre si elles se dirigeaient vers une zone ouverte. Ensuite, pour veiller son sang, les Vikings partirent à travers la forêt en petits motogroupes, et en compagnie commentée, le long de tous côtés non défendus par l'armée anglaise, et ils furent également poursuivis par d'autres troupes presque chaque jour, de jour comme de nuit, à la fois par l'armée anglaise et aussi par les bourgs. L'intention d'Alfred était d'empêcher les Danois de piller librement dans son royaume ou de sortir de leur forteresse. Il envoya ses propres groupes de raids pour harceler les deux armées vikings et intercepter leurs communications. Nous pouvons maintenant voir les avantages du système de bure d'Alfred. Aucune des armées danoises ne pouvait se déplacer comme elles le souhaitaient. Partout où ils allaient, ils étaient confrontés à de fortes forces locales et les villes étaient bien défendues. Il était difficile de trouver un butin facile. Après quelques mois, Alfred entama des négociations avec Hastin. Accompagné de Lord Athelred, le roi rencontra le chef viking et les deux parties parvinrent à un accord. Hastin jura de quitter le royaume et offrit des otages. Deux de ces otages étaient l'un ses propres fils de Hastin. Les deux furent baptisés avec Alfred et Athelred comme parrains. La chronique nous dit même qu'Alfred a payé les Vikings, je cite, « une grosse somme d'argent ». Il paraît incroyable que le vainqueur d'Eddington reprenne l'ancienne pratique honnie de payer le Danegeld. Pourtant, cela semble bien s'être produit. En évaluant ce moment de la carrière d'Alfred, il faut tenir compte du danger auquel il faisait face. Sa victoire à Eddington avait été une affaire de justesse, et en effet, il avait failli perdre son royaume. Maintenant, pour la première fois depuis des années, deux puissantes forces vikings étaient à sa porte. Alfred était sûrement nerveux à l'idée d'une nouvelle crise existentielle pour le Wessex. Peut-être a-t-il décidé d'essayer une solution facile et de voir s'il pouvait convertir Hastin en un autre Guthrum. Après 878, le règne de Guthrum en Est-Anglie a surtout stabilisé le Wessex. En baptisant le fils de Guthrum, le roi espérait sans doute recréer une situation aussi favorable. Comme il s'est avéré, Alfred serait déçu. Hastin a franchi la Tamise, établit son armée à Benfleet dans l'Essex et reprit aussitôt le pillage des terres d'Alfred. À Pâques 893, la grande armée viking d'Apeldoorn partit en navire rejoindre Hastin dans l'Essex. Alfred se préparait à partir contre l'ennemi lorsque la pire nouvelle possible arriva. Dans les semaines qui suivirent Pâques, une troisième armée viking composée de Danois de Northumbrie et d'Est-Anglie débarqua à Exeter.
Alfred partit à la rencontre de cette nouvelle invasion, tandis que son fils, le prince Édouard, marcha pour affronter les Vikings d'Apeldoorn. Bien qu'il n'ait eu qu'environ 20 ans, Édouard était censé diriger les troupes sur le terrain. La chronique de l'Elderman Atelward relate la bataille qui suivit. Et après Pâques de cette année-là, l'armée viking, qui était arrivée des régions gauloises, leva le camp et, en suivant les cachettes d'une certaine vaste forêt, communément appelée la Grande Forêt, elle atteignit l'ouest de l'Angleterre et dévasta les provinces environnantes. Ces faits furent emportés à la connaissance du prince Édouard, le fils du roi Alfred. Il menait campagne dans le sud de l'Angleterre, puis fut rejoint par les anglo-saxons de l'ouest. L'affrontement se déroula à Farnham, où la foule hurlait des menaces. Rapidement, les jeunes hommes attaquèrent armés et furent libérés à l'arrivée du prince. Le chef viking fut blessé et les Saxons repoussèrent les foules immondes de ses partisans de l'autre côté de la Tamise vers les régions du nord. Ainsi, le jeune Édouard gagna sa première bataille. Les Saxons prirent un grand butin et les Vikings fuirent vers l'île de Torny. Ici, Édouard assiégea l'ennemi dans leur campement. Cependant, Édouard rencontra un problème sérieux. Ses troupes manquèrent de provisions et leur service touchait à sa fin. Il se plaignait à l'idée d'un long siège. Beaucoup de ces hommes devaient retourner à leurs affectations de garnison dans différents bourgs. Lord Athelred sauva la situation en arrivant avec une armée mercienne de Londres. Édouard et Athelred ont entamé des négociations et les Vikings ont accepté de quitter la région. Athelred montra alors davantage ses capacités. À la tête d'une force mercienne et saxonne de l'Ouest, il surprit Hastin à Benfleet. La chronique fournit un récit mémorable de cette bataille. Les Anglais arrivèrent, mirent sa mal à l'armée viking en fuite, prirent la fortification et s'emparèrent hors de tout, y compris biens, femmes et enfants. Et ils emmenèrent en tout à Londres, puis ils démantelèrent ou brûlèrent tous les navires, et les 2 fils de Hastin ainsi que sa femme furent amenés devant le roi. La forteresse de Hastin fut détruite à Benfleet, mais il parvint à s'échapper avec la majorité de ses hommes. C'était là le talent le plus remarquable du Norrois, faisant de lui une épine persistante dans le flanc des Anglo-Saxons. Hastin construit un nouveau camp fortifié à Shoebury. Il traversa rapidement l'Angleterre jusqu'aux frontières galloises et installa un camp à Boddington dans les collines. C'était une traversée remarquable à travers un territoire hostile, au cours de laquelle les Vikings réussirent à éviter d'être détectés par les garnisons saxonnes, ce qui témoigne de la mobilité et de l'efficacité des hommes du Nord. De plus, cela plaçait Hastin tout près de l'armée viking de Northumbrie et d'East Anglie qui affrontait le roi Alfred à Exeter. Alors qu'Hastin pillait le pays de Galles, les envahisseurs de Northumbrie et d'East Anglie quittèrent soudainement leur position et rentrèrent dans chez eux. Les actions d'Alfred étaient efficaces. Les Vikings se rendirent simplement compte qu'ils ne pourraient pas progresser tant que l'armée royale était sur le terrain. Cette évolution a allégé la pression sur les Anglo-Saxons. Lord Athelred lança alors une attaque décisive contre Hastin. Il fut rejoint par 2 importants ealdormen ouest-saxons, Athelm de Somerset et Athelum de Wiltshire, ainsi que par d'importants contingents gallois. La Mercie et le pays de Galles avaient souvent été en désaccord, mais la peur des Vikings les avait maintenant réunis dans une alliance solide. Des semaines durant, la coalition anglo-galloise assiégea les Vikings de Hastin à Boddington. Ne pouvant envoyer de ravitaillement, les Danois moururent vides de faim et durent manger leurs chevaux. Hastin décida de tenter une percée à travers la rivière. Cela entraîna une bataille sanglante. Les pertes furent élevées des 2 côtés, mais plus importantes chez les Danois. Finalement, les Anglo-Saxons et leurs alliés gallois furent victorieux. Comme souvent, Hastin et plusieurs de ses hommes s'échappèrent, mais ce fut la fin de la carrière légendaire du chef viking. Cette force se replièrent en East Anglie, puis Hastin disparaît de l'histoire. Son destin reste incertain, mais il a peut-être simplement pris sa retraite. À ce moment-là, il avait environ 50 ans et était devenu riche après une vie de raid en France et en Méditerranée. Ainsi, à la fin de l'année 893, Alfred le Grand et ses alliés avaient vaincu un adversaire redoutable, mais non sans des mois de combats acharnés. Cela démontrait l'efficacité des réformes militaires d'Alfred. Les Saxons n'ont pu empêcher les Vikings d'entrer, mais le réseau de forteresses d'Alfred a fortement limité leurs déplacements et réduit les pillages. Les villageois trouvaient de refuge dans les bourgs fortifiés, et les levées locales harcelaient et poursuivaient efficacement les groupes de pillards danois.
Contrairement aux expéditions lucratives du passé, cette guerre épuisante ne laissa aux Vikings que des blessures en récompense. À ce stade, Alfred était un vieil homme et jouait un rôle moins actif dans les campagnes militaires. Athelred de Mercibe, son gendre, joua un rôle clé pendant les combats. Et Édouard, fils et héritier du roi, fit aussi ses preuves. Les Saxons de l'Ouest ont coopéré sans heurts avec les Merciens et les Gallois, et plusieurs armées chrétiennes se sont déplacées là où elles étaient nécessaires tout au long de la crise. En même temps, la situation a révélé les limites de l'organisation militaire anglo-saxonne. Le prince Édouard a failli perdre sa victoire à Farnham lorsque ses troupes, presque en fin de service et à court de provisions, ont menacé de se disperser. On peut également s'interroger sur la tendance persistante à négocier avec les forces vikings. En reconnaissant les faiblesses des armées d'Alfred, nous devons également prendre en compte la compétence remarquable de leurs adversaires. Ces vikings étaient des unités d'invasion efficaces, rapides et insaisissables, pas de simples pillards désorganisés. Les Danois exploitaient dans l'ensemble toujours les voies navigables, échappant fréquemment aux contre-attaques saxonnes. Hastin lui-même était le genre de commandant audacieux capable d'inspirer le meilleur chez ses hommes et d'être une source constante d'irritation pour Alfred et ses partisans. Hastin, dernier grand ennemi viking d'Alfred le Grand, disparut, mais une grande partie de son armée restait en Est-Anglie. Fin 894, ces Vikings construisirent une nouvelle forteresse au nord de Londres, sur la Lee. Ils étaient bien placés pour attaquer la Mercie. En 895, Elling et Alfred le Grand partirent pour Londres à la tête de leur armée, décidés à résister aux envahisseurs vikings. Craignant que les Danois ne perturbent la récolte, le roi fit construire des remparts de terre sur les deux rives du fleuve, une double levée, bloquant ainsi la progression de l'ennemi. Les Vikings, comprenant les intentions du roi, hésitèrent à affronter une force anglo-saxonne supérieure en bataille rangée. Pendant ce temps, l'ami fidèle et échevin d'Alfred, Athelmut, avait établi de bonnes relations avec le roi danois d'York, Gunfrith. L'armée viking ne pouvait donc pas compter sur l'aide de la Northumbrie. Reconnaissant la futilité de leur situation, l'armée viking finit par se dissoudre et quitta le royaume anglo-saxon en 896. Encore une fois, les préparatifs d'Alfred dans les années 880 avaient porté leurs fruits. Son nouveau réseau de forteresses rendait le royaume peu attractif pour l'armée de Hastin. En 896, les navires du roi affrontèrent des pirates vikings au large du Wessex. Après une bataille sanglante, 2 navires danois furent capturés. Alfred n'était plus prêt à faire preuve de clémence. Il ordonnait aussitôt la pendaison de l'équipage. Enfin, Alfred connut la paix. Après 896, le roi ne fit plus face à aucune attaque viking. Durant son règne, dans ces dernières années, Alfred continua de promouvoir l'apprentissage parmi son peuple. Il consacra aussi du temps à ses activités intellectuelles axées sur ses traductions des psaumes. Après tant d'années difficiles, le roi pouvait être satisfait. Il finit sa vie avec le Wessex et la Mercie bien défendue, son peuple renforcé physiquement et spirituellement. Malgré toutes ces guerres, le roi Alfred reçut quelques visiteurs danois pacifiques. Ottar de Norvège, un marchand viking dévoué, visita la cour d'Alfred à cette époque. Ottar se décrivait comme venant du point le plus au nord de tous ceux qui vivaient dans le nord. Robert Fergusson dit « On peut imaginer Ottar entouré de scribes curieux à la cour cosmopolite d'Alfred à Winchester. » Un courtisan érudit, menton en main et plume dans l'autre, interroge le Norvégien voyageur. Les courtisans d'Alfred trouvaient les récits d'Ottar sur des terres lointaines très utiles et intéressants. Alfred lui-même a utilisé les informations d'Ottar pour compléter sa traduction de l'histoire du monde d'Orosius. Robert Fergusson ajoute « Le récit simple d'Ottar sur la vie dans l'extrême nord de la Norvège contraste fortement avec la violence habituellement associée aux terres scandinaves à l'époque viking. Lorsqu'il évoque des rennes apprivoisées et 20 cochons, on est loin d'Odin, des sacrifices humains, des aigles de sang et des bannières aux corbeaux. » Les scribes d'Alfred ont questionné Ottar sur l'économie de son pays et noté sa réponse. C'était un homme très riche, selon les critères qu'ils utilisaient pour juger la richesse, c'est-à-dire en rennes. Lors de sa visite chez le roi, il avait 600 rennes apprivoisées invendues. Ils appellent ces animaux des rennes, dont 6 sont des rennes de leurre. Ils sont très précieux chez les Samis, qui s'en servent pour piéger les rennes sauvages. Il était l'un des hommes les plus puissants de son pays,
Pourtant, il ne possédait pas plus de 20 vaches, 21 moutons et 20 porcs, et le peu de terre qu'il labourait, il le faisait avec un cheval. Mais leur richesse consiste principalement dans l'impôt que leur paient les Samis. Cet impôt consiste en peaux, plumes, os et cordes fabriquées à partir de baleines et de phoques. Ce récit semble indiquer qu'Ottar n'a pas vraiment réussi à convaincre ses hôtes de partager sa vision de la richesse. Néanmoins, la visite d'Ottar à la cour du roi Alfred nous rappelle que le monde viking n'était pas composé uniquement de pillards et de guerriers et que les échanges amicaux entre anglo-saxons et danois n'étaient pas rares. Enfin, à la fin du IXe siècle, Alfred le Grand est mort à 50 ou 51 ans. La chronique anglo-saxonne indique qu'il était roi de tous les Anglais, sauf ceux sous domination danoise, puis son fils Édouard lui succéda. L'échevin du roi, Athelward, laisse une dédicace émouvante. Alfred quitta ce monde, roi des Saxons, un homme rempli de justice, vigoureux à la guerre, érudit dans ses discours et surtout instruit dans la science divine, car il avait traduit d'innombrables livres du latin rhétorique vers sa propre langue, de manière si variée et si riche que son livre de Boès susciterait des émotions larmoyantes non seulement chez ceux qui le connaissaient déjà, mais même chez ceux qui l'entendaient pour la première fois. Le roi Essence est mort l'adolescent samedi le 7e jour avant la fête de la Toussaint. Son corps s'en repose en paix à Winchester. Lecteur dit « Ô Christ rédempteur, sauve son âme ». La réputation d'Alfred le Grand ne ferait que grandir avec le temps. Ayant sauvé son royaume de la destruction et favorisé sa renaissance, il est souvent considéré comme une figure fondatrice majeure de l'histoire de l'Angleterre. Après sa mort, ses actions porteraient des fruits plus riches. Sur les bases solides de ses réformes, ses héritiers sont son fils Édouard l'Ancien, sa fille, la dame Athelflide, et son petit-fils Athelstan, allaient mener à bien une Angleterre anglo-saxonne triomphante sur les plans militaires, artistiques et religieux.